Walden ou La vie dans les bois de Henry David Thoreau. Chapitre Économie, 9e épisode. Vers la fin du mois de mai 1845, j'ai emprunté une hache et je suis descendu dans les bois près de l'étang de Walden, non loin de l'endroit où j'avais prévu de construire ma maison. Puis j'ai entrepris de couper quelques grands pins blancs, encore jeunes et droits comme des flèches, pour me procurer du bois de construction. Il est difficile de se lancer sans commencer par emprunter, mais peut-être est-ce là le processus le plus généreux qui soit, par lequel vous offrez à vos frères et sœurs humains la possibilité de jouer un rôle dans votre entreprise. En me la confiant, le propriétaire de la hache me fit savoir qu'il y tenait comme à la prunelle de ses yeux, et je la lui rendis plus affûtée qu'il ne me l'avait prêtée. L'endroit où je travaillais était un joli flanc de colline boisé de pins entre les troncs desquels j'apercevais l'étang, et il y avait aussi une petite clairière où poussaient de tout jeunes rejetons de pins et de noyers. La glace de l'étang n'avait pas encore fondu partout. Elle était sombre et comme saturée d'eau. Il y eut quelques légères chutes de neige durant le temps où je travaillais là, mais le plus souvent, lorsque j'émergeais des bois pour déboucher sur la voie de chemin de fer, alors que je rentrais chez moi, son talus de sable jaune luisait chaudement en s'étirant vers l'horizon dans l'atmosphère brumeuse, et les rails brillaient sous le soleil du printemps. J'entendais le chant des alouettes, des pioux et autres oiseaux déjà sur place pour commencer une nouvelle année avec nous. Ce furent de belles journées de printemps, au cours desquelles l'hiver du mécontentement des humains dégelait aussi assidûment que dégelait la terre, et la vie sortait de son sommeil en s'étirant doucement. Un jour, alors que la tête de ma hache s'était détachée et que j'avais coupé puis enfoncé à coups de pierre une cale en jeune noyer, avant de plonger le tout dans un trou d'eau pour faire gonfler le bois, je vis un serpent filer se mettre à l'eau, puis rester immobile sur le fond, apparemment sans aucune gêne, tout le temps que je restais sur place, soit un peu plus d'un quart d'heure. Peut-être n'avait-il pas encore totalement immergé de sa torpeur hivernale. Il me vint à l'esprit que pour une raison semblable, l'être humain demeurait en son actuelle condition vile et primitive, mais que s'il pouvait sentir monter en lui l'influence de l'élan du printemps, il s'élèverait nécessairement vers une vie plus haute et plus éthérée. J'avais déjà vu des serpents sur mon chemin par des matins de givre, avec des sections de leur corps encore engourdies et raides, attendant que le soleil les dégèle. Le 1er avril, il plut, et l'eau fit fondre la glace. Au cours de la matinée très embrumée, j'entendis une oie batifoler sur l'eau en caquetant comme si elle eût été perdue, ou bien comme si elle eût été l'esprit même du brouillard. Je continuai ainsi pendant plusieurs jours à couper et tailler des troncs d'arbres pour faire de longs rondins, mais aussi des poutres et des chevrons, tout cela avec ma petite hache, sans guère nourrir de pensées communicables ou érudites. Mes journées de travail dans les bois n'étaient pas extrêmement longues, mais j'emportais néanmoins d'ordinaire mon déjeuner de pain et beurre, et je le mangeais le midi en lisant le journal dans lequel je l'avais emballé. J'étais assis au milieu des branches de pin vert que j'avais taillées, et mon pain se parait d'une partie de leur fragrance, car j'avais les mains couvertes d'une épaisse couche de résine. Avant d'en avoir fini, je devins plus l'ami que l'ennemi des pins, même si j'en avais abattu quelques-uns, car j'avais fait avec eux plus ample connaissance. Parfois, attiré par le bruit de ma hache, un promeneur venait me voir, et nous bavardions plaisamment parmi mes tas de copeaux. À la mi-avril, car je n'étais pas pressé dans mon travail, ayant plutôt choisi d'en profiter le plus possible, la charpente de ma maison était posée, et je n'avais plus qu'à en monter les murs. J'avais déjà acheté la baraque de James Collins, un Irlandais qui travaillait au chemin de fer de Pittsburgh, pour en utiliser les planches. La baraque de Collins était réputée être une baraque de particulièrement bonne facture. Le jour où je suis allé la voir, Collins n'était pas chez lui. J'en fis le tour pour examiner l'extérieur, d'abord sans être vu de l'intérieur, tant la fenêtre était haute et renfoncée. C'était une baraque de petite dimension, avec un toit pointu et pas grand-chose d'autre à voir, car on avait monté et tassé de la terre meuble contre ses murs jusqu'à 5 pieds de haut, et elle paraissait émerger d'un tas de compost. Bien qu'assez nettement distordu et rendu friable par le soleil, le toit était la partie la plus saine. La porte d'entrée n'avait pas de seuil, et un jour perpétuel y était ménagé pour le passage des poules. Madame Collins l'ouvrit et m'invita à visiter l'intérieur. À mon approche, les poules entrèrent. L'intérieur était sombre, avec un sol presque entièrement de terre battue, humide, moite et suintant, avec seulement par-ci par-là quelques planches isolées qui ne souffriraient pas le transport.
Elle alluma une lampe pour me montrer l'intérieur du toit et des murs, et aussi que les planches qui couvraient le sol au bord du lit s'étendaient sous l'intégralité de sa surface, en me mettant en garde de ne pas mettre le pied dans le garde-manger, sorte de trou à poussière de 2 pieds de profondeur. Selon ses propres mots, l'ensemble comprenait de bonnes planches au-dessus de nos têtes, de bonnes planches tout autour et une bonne fenêtre, de 2 carreaux entiers à l'origine, sauf que le chat s'était récemment enfui par là. Il y avait en tout et pour tout un poêle, un lit et un endroit où s'asseoir, un nourrisson né en ces lieux, un parasol en soie, un miroir au cadre doré et un moulin à café dernier cri cloué sur une planchette de chêne. Le marché fut rapidement conclu, car entre-temps James était arrivé. De mon côté, je m'engageai à lui donner 4,25 $ le soir même. De son côté, il s'engageait à avoir débarrassé les lieux à 5 heures le lendemain matin et à ne vendre à personne d'autre d'ici là, car j'allais quant à moi prendre possession de la baraque à 6 heures. Il serait bon, me dit-il, que nous nous retrouvions tôt afin d'avoir le temps de régler certaines réclamations vagues mais parfaitement infondées concernant le loyer foncier et le bois de chauffage. Il m'assura que ces 2 choses étaient les seules charges pendantes. À 6 heures, je les croisai, lui et sa famille, sur le chemin. Tous leurs biens, le lit, le moulin à café, le miroir, les poules tenaient en un seul chargement. Tout, sauf le chat, qui s'était enfui dans la forêt, y était redevenu chat sauvage avant, apprendrai-je plus tard, de se faire prendre dans un piège à marmotte, et d'arriver ainsi, enfin, à l'état de chat mort. Je démontai la baraque le matin même, en arrachant les clous les uns après les autres. Puis je la transportai au bord de l'étang par petites charretées. Là, j'étalai les planches sur l'herbe pour qu'elles blanchissent et se redressent au soleil. Une grive matinale me salua d'1 ou 2 notes sur le chemin forestier. Je fus alors informé traîtreusement par un certain jeune Patrick que le voisin Sillet, un Irlandais, profitait de mes trajets en charrette pour faire passer les clous, pointes et chevilles suffisamment droits pour être réutilisables dans sa propre poche, tout en m'accueillant l'air de rien à chacun de mes passages pour bavarder le plus innocemment du monde en contemplant le désastre, vu qu'il était, me dit-il, en pénurie de travail. Il était là pour jouer le rôle de spectateur et contribuer à faire de cet événement apparemment insignifiant une aventure d'importance comparable à celle d'aînés fuyant Troie avec armes, bagages, lard et pénates. Je creusais mon garde-manger dans un flanc de colline orienté au sud, en un lieu qu'une marmotte avait déjà choisi pour creuser son terrier à travers la végétation la plus rase et les racines de sumac et cassissier. Un carré de 6 pieds de large et 7 de profondeur, jusqu'à une couche de sable fin où les pommes de terre ne gèleraient jamais, même par l'hiver le plus froid. Je me contentais d'étayer les parois sans les doubler de pierre. Mais comme elles n'avaient jamais reçu les rayons du soleil, le sable demeure jusqu'à ce jour parfaitement en place. Il ne me fallut pour cela que 2 heures de travail. Je pris un plaisir particulier à ce perçage du sol, car sous presque toutes les latitudes, les êtres humains creusent des trous en quête de température stable. On trouve de nos jours encore sous les plus somptueuses bâtisses de cette ville une cave où l'on conserve comme jadis racines et tubercules. Et longtemps après que les superstructures auront disparu, ces trous dans la terre demeureront visibles pour la postérité. Nos maisons persistent à n'être guère plus qu'une sorte de porche à l'entrée d'un terrier. À demain pour la suite de Walden ou La vie dans les bois.